À tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui sur une Summer School conférence autour de l'IA. Au niveau de notre programme, je vais faire une petite présentation de Ada quand même. Qu'est-ce que Ada Tech School? Je vais vous décortiquer tout ce qui est en rapport avec l'IA. Qu'est-ce que l'IA? Une des questions qu'on me pose souvent, c'est est-ce que ça peut remplacer le métier de dev? Et, et la question principale, en quoi l'IA peut être féministe? Je vais essayer de vous expliquer au mieux avec mes mots. On va essayer de décortiquer surtout comment fonctionnent les dernières IA auxquelles on entend parler. N'hésitez pas si vous avez des questions. Des fois, j'ai tendance à parler un peu vite, donc vous avez le droit de m'interrompre et me demander de répéter ou de vous redécortiquer. C'est un sujet que j'aborde avec les apprenantes de temps en temps, et là, c'était l'occasion de l'aborder avec vous. Donc, j'ai inversé mes deux slides. Non, c'était au programme et les questions. C'est pas grave. Alors, l'ADA Tech School, c'est une école qui casse les codes par rapport au fait que c'est la première école qui met en avant les valeurs d'inclusivité et de diversité. C'est une pédagogie alternative et professionnalisante qui vous fait devenir développeuse ou développeur en 21 mois. Pédagogie alternative car elle est basée sur la pratique, donc on apprend à apprendre sur les 9 premiers mois. Donc l'organisation, avant de spoiler, c'est ce que je fais tout le temps quand je présente l'école. Donc on a 9 mois de formation en présentiel à temps plein au sein de l'école. Donc il y a 3 campus, un à Paris, un à Nantes et un qui ouvre à Lyon en octobre. C'est une formation qui vous forme au métier de développeuse, développeur full stack. Et une fois que vous sortez des 9 mois, vous continuez sur une alternance de 12 mois avec 4 jours en entreprise et un jour au sein de l'école. Et ce jour au sein de l'école, c'est toujours coaché par nous, les encadrants et les encadrantes. Et donc voilà. Si vous êtes intéressé par l'école, vous avez toutes les informations sur le site adatechschool.fr. Vous pouvez déposer votre candidature avec le bouton en haut à droite. Et j'espère que je n'ai rien oublié sur la présentation Fasna. Non, c'est parfait. Trop cool. Et n'hésitez pas, est-ce que vous avez des questions avant? Ah, mais j'ai oublié ça. J'ai oublié de vous dire, oui, pour le dépôt de candidature, pardon, pour le dépôt de candidature, il y a un questionnaire de motivation pour savoir si c'est vraiment le métier qui vous correspond. Nous avons majoritairement de nos apprenantes et nos apprenants sont des personnes en reconversion, donc ça permet de vérifier que ça répond à votre envie et vos besoins. Ensuite, dès que ce questionnaire est passé, vous avez 45 minutes d'entretien en visio et après, le reste, c'est de la paperasse. Ouais. Je préciserai simplement qu'il n'y a vraiment pas de prérequis techniques ou et pas non plus de prérequis de diplôme. Ce qu'on mesure lors de ces questionnaires de motivation et de ces entretiens, c'est vraiment le projet professionnel, la maturité de ce projet, les raisons qui ont poussé la personne qui candidate à devenir développeur et surtout les soft skills. Yes. Pour information, si vous mettez des questions sur le chat, des fois je les vois pas. Enfin, là, je ne les vois pas et j'ai encore perdu ma souris. Je ne sais pas ce que me fait Zoom quand je fais les prêts. Donc, Fana, n'hésite pas si... au pire, je Oui, oui, moi je reswitcherai. réponds aux questions, enfin je te fais signe s'il y a un souci. Ok, parfait. Et on a une question simplement, c'est que propose Ada dans la formation en rapport avec l'IA? Alors, Ada ne propose pas de formule autour de l'IA, pour le coup. On vous en parle. Alors, sachez que c'est une pédagogie alternative dans le sens où vous avez une ligne de conduite, un fil rouge, avec plusieurs langages qui vous sont enseignés et on n'a pas de spécialisation. En gros, vous apprenez un petit peu tout ce qui est en rapport avec le développement web et mobile. Et l'IA, on va plus le creuser au sein d'ateliers, mais ce ne sera pas une formation pour devenir data scientist ou data analyst après. Ok. J'espère que ça répond à la question. Attends, je vais essayer d'avoir la fenêtre de chat parce que du coup, yes, je l'ai. Parfait. Alors, je me présente quand même parce que je ne me suis pas présentée.
Alors, je m'appelle Swan Vitran. Vous pouvez m'appeler Vi et me tutoyer si vous me posez des questions. Ce sera avec plaisir que je vous réponds. J'ai étudié au sein de l'Epitech pendant 5 ans et j'ai fait 9 ans, plus de 9 ans au sein d'une équipe Data BI qui est Data Business Intelligence. J'ai fait de la gestion d'équipe, donc j'ai une formation de dev full stack et après spécialisée en data. Et aujourd'hui, depuis fin 2019, je suis devenue entrepreneur dans la tech. Je coach des startups sur leur stratégie technique IT au sein d'incubateurs comme Willa et je suis encadrante au sein de l'ADA Tech School. J'ai créé plusieurs choses. Comme je suis entrepreneur, j'ai à la fin du confinement créé une application de danse alliée à de la réalité augmentée. J'ai ma propre structure justement qui soutient les entités qui font que la tech devienne pour toutes et pour tous, donc comme Ada Tech School. Et j'ai créé une plateforme qui vous apprend à coder qui s'appelle Code Passport, qui est une bêta pour information, mais que je suis en train de développer avec un autre encadrant et qu'on met à disposition au sein de l'Ada Tech School. Voilà. Donc, on va attaquer le vif du sujet. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Tout simplement, en reprenant la définition de Wikipédia, c'est... Attendez, j'ai juste un souci de fenêtre, j'arrive. Du coup, hop, c'est un ensemble de techniques et de théories qui permettent de réaliser des tâches qui ressemblent à des tâches qui peuvent être faites par l'humain. Donc, l'objectif, c'est de rendre une machine capable de simuler l'intelligence humaine. Je vais vous expliquer un petit peu avec plein d'images au fur et à mesure, mais l'intelligence artificielle, c'est vraiment fait en sorte pour essayer de pousser encore plus la machine vers des, comment dire, des réfléchissements humains. Je suis désolée, j'ai pas tous les mots ce soir, mais n'hésitez pas à me reprendre si ce n'est pas clair. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'IA. C'est le sujet qui est assez tendance, alors qu'en vrai, l'IA, ça existe depuis super longtemps. La première IA, elle date des années 60. Ça remonte à super loin. Là, elle est hyper tendance en ce moment parce que est sorti fin d'année dernière ChatGPT. Là, il y a Bard de Google qui est sorti récemment. En gros, la particularité de ces intelligences artificielles, ce sont en fait des chatbots qui arrivent à maintenir une conversation avec vous et de vous répondre sur certains sujets. Donc en français, ce sont des agents conversationnels. Donc leur principe, c'est de maintenir une conversation sur un sujet que vous avez lancé. Mais les chatbots, ça existe depuis un petit moment. On les voyait déjà sortir sur les sites pour répondre à vos questions et ça fonctionne au format de mots-clés. Alors attendez, parce que comme cette presse est toute récente, donc je ne la connais pas par cœur, mais en effet, ouais, c'est un système de mots-clés qu'on met en place et selon ce que tapent les personnes dans le chat, ça va sortir des phrases préconfigurées, prédéfinies par les développeurs. Donc, le voit par exemple en service pour vous aider à, par exemple, un exemple concret au niveau de ma banque, c'est une banque numérique que j'ai. Et des fois, j'ai des petites questions toutes simples. Et avant qu'on contacte mon chargé de compte, j'ai un chatbot où je peux poser des questions, par exemple, carte bleue perdue. Et en fait, j'ai un chatbot qui va me répondre avec le mot-clé, il capte carte bleue perdue. Il va me sortir l'article, quoi faire en cas de carte bleue perdue. Donc ça, c'était les chatbots qu'il y avait auparavant qui était vraiment qui identifiait et qui catégorisait des phrases et des bouts de mots pour trouver la bonne réponse. Enfin, trouver, c'était plus répondait par rapport à ce qu'on avait configuré côté développement. Là, la nouveauté avec les chatbots comme ChatGPT et Bard et plus, et même, enfin là, je vous parle des chatbots conversationnels, mais tout ce qui est Midjourney aussi, ceux qui font de la génération d'images, c'est à peu près le même fonctionnement. Mais là, ils utilisent des modèles
issus de la branche de l'IA, rattachés au machine learning. Sachez que là, c'est une petite conférence qui dure 1 heure. Je ne peux pas tout vous expliquer. Ça risque, en plus, vous allez avoir le cerveau qui explose. Mais n'hésitez pas, je vais essayer de vous décortiquer au maximum, mais n'hésitez pas à prendre aussi du recul et de vous reprendre des informations plus tard suite à cette conférence. Je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer au niveau de qu'est-ce que le machine learning et plus. En tout cas, sur les chatbots comme ChatGPT, Bard, etc. C'est de l'apprentissage supervisé, donc je vais vous expliquer ce que c'est. Donc ça découle du machine learning et l'objectif, c'est de leur donner par exemple une image et de lui dire si c'est vrai ou faux sur ce qu'il va comprendre. Donc là, pour changer, d'habitude je mets toujours des chats, j'ai changé, j'ai mis un petit chien. Mais on va paramétrer, notre IA en disant: «Bah, tiens, voici une image et donne-moi un mot et selon ce que tu vas me répondre, je vais reparamétrer et dire si c'est vrai ou faux». Donc là, je lui donne une image de chien, il me dit: «Muffin», non, c'est pas un muffin et on va recorriger par derrière. Une fois que, il a la bonne réponse, donc là, c'est un chihuahua, on va faire en sorte qu'il apprenne que, OK, les chihuahuas, ça ressemble à des petits chiens avec des petites oreilles, avec des yeux très globuleux et niveau de l'intelligence artificielle, ça va paramétrer au maximum pour que ça, réponde au plus proche de ce qu'on attend. Il y a une phase d'entraînement pour, ces intelligences artificielles. L'objectif, c'est de lui donner une base de données entière et lui dire, ça c'est un chihuahua, ça c'est un chihuahua, ça c'est un muffin, ça c'est une fleur, ça c'est un café. Et au fur et à mesure, pour la reconnaissance d'image, l'IA va cumuler des données et toutes ces données va lui permettre de comprendre, ok, en fait, dès que ça a une tête un peu ronde avec des oreilles, peut-être une truffe un peu longue, donc au fur et à mesure, là, cette phase d'entraînement, elle va reconnaître que c'est un chihuahua et pas une tasse de café. Donc c'est vraiment une phase qui demande beaucoup, beaucoup de données, qui demande du temps aussi. Ça peut être long, parce que, le modèle, il doit s'entraîner, pour donner la bonne réponse. Donc normalement, après cet entraînement, on peut lui donner une image qu'il n'a pas potentiellement vue et dès qu'on lui donne cette image, il doit savoir répondre: «Ah là, c'est un chihuahua» parce que j'avais cumulé, une liste, très importante de critères qui me fait comprendre que c'est un chihuahua que je suis en train d'analyser. Donc c'est pour ça que ça peut être long et ça peut être, très, j'allais dire carnivore de données, mais oui, c'est ça. C'est vraiment, ça peut demander beaucoup, 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 d'informations et de données. Un exemple d'entraînement, que j'ai trouvé très drôle et c'est pour ça que, j'ai pris le cas du chihuahua, c'est, ce truc de pouvoir faire la différence entre qu'est-ce qu'un muffin au raisin et un chihuahua. Donc il a vraiment besoin d'avoir beaucoup, beaucoup d'infos pour pouvoir à la fin ne pas se tromper entre le chihuahua et le muffin et il va classifier justement, tous ces critères pour réussir à bien reconnaître l'image qui va lui être, exposée, donnée. Sachez que, ces IA, de reconnaissance, avec l'apprentissage supervisé, elles sont déjà en place. C'est un truc qui existe depuis un petit moment. Un très bon exemple, d'utilisation courante, c'est, par exemple, les CAPTCHA. En fait, les captcha, c'est vraiment, de l'entraînement et de l'analyse de lettres et au fur et à mesure qu'on l'entraîne et qu'on lui donne des informations, il sait que, là, c'est un V parce que ça a cette forme-là, ça, c'est un 6 et cetera. Donc c'est des IA qu'on utilise déjà depuis super longtemps. Ça va sur ça? OK. Le truc de ces, apprentissages supervisés pour le cadre du chatbot, on ne peut pas se permettre de juste dire: «Telle question, c'est telle réponse, va mener peut-être à cette question». Du coup, ça rend la conversation moins pas forcément fluide. Dans le cas d'un chatbot, on a envie qu'il puisse tenir une conversation et qu'il ne soit pas un peu, trop cadencé et pas très proche du naturel. L'objectif du chatbot, c'est qu'on veut de l'IA conversationnelle, ce qu'on a envie, c'est qu'elle tient un discours plutôt fluide. Pour ça, on les,
développeuses et développeurs ont décidé de pousser un petit peu plus et d'utiliser d'autres modèles au niveau de l'intelligence artificielle. Là, ils vont découper, enfin en tout cas côté OpenAI. Là, je vous prends le cas de ChatGPT parce que c'est celui qui a vraiment été très mis en avant. ChatGPT a été développé par OpenAI et OpenAI, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils vont utiliser un autre modèle, enfin plusieurs modèles descendus du machine learning. Un qui va être en fait un modèle d'IA qui est entraîné à compléter des mots, enfin compléter des phrases. Et ce modèle permet de deviner en fait ce qui va arriver après. Donc, on va utiliser un modèle de fondation, pour le mot-clé exact, qui est fait pour répondre à une tâche précise. Et on va entraîner ce modèle de fondation pour qu'il soit encore plus spécifique dans ce qu'on a envie qu'il fasse. Donc, ce modèle de fondation, comment ça marche? Il va prendre en fait le côté. Alors, je vous donne des mots-clés un petit peu à gauche à droite, histoire que vous les ayez en tête, mais en effet, j'aurai pas trop le temps de tout creuser. Donc, ces modèles de fondation, on va lui dire, OK, bah, tu vas devoir comprendre au niveau de l'entraînement, quand on te donne ce type de phrase, quand un humain te parle, qu'est-ce que ça sous-entend derrière? Donc, on va l'entraîner sur ce qu'on appelle le côté NLP, c'est de comprendre un petit peu en langage machine ce que sous-entend ce langage humain. Et une fois qu'il est tout ce qui est entraîné va être un modèle qui va être utilisé par OpenAI. Le modèle qui est utilisé pour ChatGPT, c'est le modèle GPT, le Generative Pre-trained Transformer. Et sa tâche, c'est vraiment de compléter au maximum votre phrase. Donc, je vais vous montrer je vais vous montrer avec un exemple très clair. Au niveau de notre modèle, l'objectif, c'est que notre modèle, il a une entrée et il va vous sortir le mot le plus probable par rapport au paramétrage qu'on va lui définir au départ. Donc là, en entrée, on peut dire la grenouille mange des. Et lui, son objectif, c'est de vous répondre avec le mot qui a le plus de sens à la suite de cette phrase. Donc là, la grenouille mange des, une sortie qui est probable, c'est la mouche, enfin, c'est les mouches. Donc, cette IA, elle va faire en sorte de toujours vous proposer des choses qui ont du sens. Qu'est-ce que c'est qui a du sens? Là, ça va être variant selon votre contexte, sur ce que vous avez envie d'avoir. Sachez que il n'y a jamais de réponse finale en vrai. On peut compléter notre phrase avec plein d'autres choses. Là, si on prend juste en entrée et qu'on lui dit juste la grenouille, GPT peut nous répondre avec la grenouille verte, la grenouille saute, la grenouille nage. Il y a plein de possibilités dans ces cas d'utilisation. Je reformate juste une petite fenêtre qui peut me gêner. Désolée. Hop. Donc, l'objectif de l'IA, c'est vraiment de compléter, enfin vraiment de continuer à compléter votre phrase. Hop. La phase d'entraînement qu'on va donner pour ChatGPT, pardon, pour GPT, faut pas confondre. Le modèle, c'est GPT. Et la phase d'entraînement ici, c'est de lui donner, par exemple, du contenu, des phrases, des morceaux de livres, et de lui dire, OK, maintenant, pour t'entraîner, tu vas pouvoir voir que chaque mot qui se suive, chaque mot que tu as là et qui s'enchaînent, elles peuvent se suivre les uns et les autres. Donc, pareil, c'est une phase d'entraînement comme on a fait avec nos petits chihuahuas et nos muffins. Et on paramètre notre modèle pour dire, OK, là, ça a du sens, là, ça n'a pas de sens. Enfin, l'objectif, c'est qu'il puisse s'entraîner. Donc, après, sur les suites, il y a plusieurs suites possibles. Donc, les mots qu'il doit trouver, ça peut être la fin d'une phrase, mais ça pourrait être très bien le début d'une phrase ou le milieu d'une phrase. Donc, vraiment, l'objectif, c'est de le laisser s'entraîner avec une base de données d'informations qui regroupe plein de mots. Et
ce moment-là où on lui donne cet entraînement. On appelle ça un self-supervised learning. Donc, le modèle s'auto-supervise. Pourquoi? Parce que là, il a carrément des textes, il a énormément de textes, et il voit qu'en fait, dans ces textes, ces mots s'enchaînent et semblent logiques, et il comprend que ces mots ont une combinaison qui vont bien ensemble. Donc, vraiment, quand on revient dans ce coin-là, quand il capte qu'il y a cet enchaînement de mots comme tout, mais il sait qu'il peut y avoir être à la suite, ou même être humain à la suite, ou même une enchaînade de phrases. Mais son objectif, ouais, c'est de voir qu'il y a plusieurs possibilités, et ça, il le fait en absorbant de la donnée qu'on lui transmet. Donc là, c'est pour le cas de ChatGPT, enfin dans le modèle GPT, pardon, c'est des textes entiers qu'on lui donne pour qu'il se nourrisse. Donc, il s'auto-entraîne. Donc ça, on appelle ça un self-supervised learning. Sur les sources qu'on a données à GPT, on ne les connaît pas. Enfin, je dis on, mais ce n'est pas moi, c'est OpenAI. On ne connaît pas qu'est-ce qui a été donné à GPT, mais sache que, enfin là, je l'ai retrouvé sur Wikipédia. Il y a une partie de l'entraînement de GPT qui a été fait sur des textes sur Internet, sur Wikipédia, des livres, mais en vrai, on ne connaît pas du tout la source de données qui a été donnée à GPT pour s'entraîner. C'est une fois que ce modèle est entraîné par les textes qu'on lui a donnés, on fige. Sachez qu'à chaque fois qu'on entraîne une IA, une fois que l'IA répond à peu près correctement à ce qu'on a envie, vous trouvez qu'elle est assez précise et qu'elle a fini sa phase d'entraînement, en fait, on va la figer, on va l'arrêter pour dire que c'est bon, tu es assez entraîné, on va fermer un petit peu ce que tu as absorbé, on va figer ce que tu as absorbé, et là, tu peux être utilisé avec ton modèle d'entraînement. Désolée, j'essaye de vulgariser au max, c'est pas forcément le le plus clair forcément tous les jours. Donc, pour reprendre l'exemple des chihuahuas avec les muffins, quand votre modèle s'est bien entraîné et qu'il répond bien à tous les critères, l'objectif, c'est pas qu'il absorbe trop de données, mais de le figer pour être sûr qu'il ne se trompe pas. Donc, dans le cadre de ChatGPT, le modèle est figé avec des données qui datent de septembre jusqu'à septembre 2021. C'est pour ça que quand vous utilisez ChatGPT, et que vous lui posez des questions sur l'actualité, il n'a aucune possibilité de vous répondre, car son entraînement s'est fait que sur des données qui s'arrêtent à septembre 2021. Donc ça ne va pas plus loin. Ça va sur ça? Ouais, super. Sachez que justement, comme il est entraîné sur plein de textes, plein d'informations et des choses qui sont figées, le truc c'est qu'un texte un mot peut avoir plusieurs possibilités, donc plusieurs informations, plusieurs réponses possibles. Et comment on fait pour faire en sorte que le bon mot qui sorte soit le plus probable? En gros, il y a tout un système de poids qu'on va mettre sur les mots. Donc, à chaque fois qu'il apprend, il va voir que suite à cet enchaînement de mots ou suite à ce mot, on retrouve derrière cette réponse qui est la plus probable. C'est celle qui est la plus proche à ce qu'on attend que je réponde. Donc, par rapport à son entraînement. On appelle d'ailleurs les données qu'on lui fait absorber, on appelle ça un corpus, pour reprendre le mot technique. Je vais vous montrer, moi je suis plus à l'aise quand je dois vous montrer des trucs, c'est un peu plus facile. Là, je crois que j'ai cher que ma presse. Attendez, j'arrive avec mon ordi entier. Hop là. Alors, il y a un truc assez cool qui est disponible qui s'appelle le Playground de OpenAI, qui vous permet de mieux comprendre justement comment marchent ces probabilités et comment c'est proposé. Donc là, si je vous fais un petit exemple, je vais lui parler en anglais, parce que majoritairement 50% des sources de données qui ont été données à GPT sont en anglais. Et Discover America in. Et là, si je lui demande de compléter,
Ah, qu'est-ce qui lui arrive? Ah, je lui ai mis un espace de trop, il n'a pas trop aimé. Hop, on va lui refaire. Hop là. Du coup, lui, sa réponse, c'est bah, Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1992. Et ce qui est en effet vrai, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas que ça de possible en réponse, il y en a plusieurs. Et là, on peut voir les différentes probabilités de réponse qu'il a, lui, dans sa mémoire, bah, il a sa plus forte réponse, c'est 1992, c'est 94% de chances que ce soit... Enfin, bonne réponse, c'est entre guillemets. C'est la réponse la plus probable. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est la réponse qui va correspondre le plus à ce début de phrase. Il peut très bien répondre aussi octobre, par exemple, parce qu'en effet, Christophe Colomb a découvert l'Amérique en octobre. Mais lui, son entraînement, c'est de faire des probabilités, donc de vous répondre. Il ne va pas vous dire, je ne peux pas vous répondre, et je peux vous répondre. Un petit exemple très simple, par exemple, que j'aime bien faire. Je vais vous montrer. Hop, si je mets mon prénom et que je laisse Swan Vitran a découvert l'Amérique et c'est moi. Hein. Du coup, je lui fais un petit submit. Je lui dis que j'ai découvert l'Amérique en 1992. Vous voyez, il ne détient pas une vérité. Lui, son objectif en cette IA, c'est vraiment de compléter la phrase avec la réponse qui est le plus plausible, celle qui a le plus de sens par rapport aux différents mots. Lui, il a été entraîné pour dire, OK, tout ce qui est le verbe découvrir avec Amérique en, ces trois combinaisons de mots, elles ont de fortes chances à ce que le mot prochain, la phrase prochaine, soit 1992. Mais alors qu'en vrai, moi, j'ai pas du tout découvert. Je vous apprends rien. J'ai pas découvert l'Amérique. Mais voilà, c'est vraiment un bon exemple de complétion. Par exemple, il est vraiment pas entraîné à vous dire je ne sais pas. Enfin, il est entraîné à donner toujours quelque chose qui correspond au reste. Donc là, je vais vous montrer si je lui fais écrire un peu n'importe quoi et je lui donne un peu plus de... Ok. J'ai écrit un truc avec des points-virgules, il a eu l'impression que je parlais d'un ordinateur. Donc, vous voyez, à chaque fois, il essaye de sortir la chose la plus probable qui suit ce qu'on écrit. Donc, ouais, vous voyez, c'est la plateforme OpenAI et je suis allée sur Playground si vous voulez tester aussi de votre côté. Je crois que c'est gratuit. Alors, je vous avoue, moi, j'utilise beaucoup les IA, donc j'ai un abonnement OpenAI, donc je ne sais pas si c'est réellement gratuit, mais vous me direz si vous testez si c'est gratuit ou pas. Je vais rebasculer sur... Hop là. Ok. Donc, comme je vous disais, ouais, GPT cherche vraiment le mot ou la combinaison de mots qui a le plus de sens par rapport à ce qu'il a appris, donc la réponse la plus probable par rapport à ce qu'il a appris. C'est pour ça que je dis attention, ça ne détient pas la vérité. C'est vraiment, ça a absorbé, on lui a fait absorber beaucoup d'informations, enfin, il a été entraîné, donc il a absorbé beaucoup d'informations et on l'a configuré pour qu'il réponde par rapport à ce qu'on lui a appris, mais il répondra que par rapport à des probabilités par rapport à ce qui a le plus de sens, mais pas forcément par rapport à une vérité. Alors, un autre point par rapport à comment OpenAI a entraîné son IA, c'est l'objectif, c'est de lui donner aussi une direction, de compléter dans une direction qui a du sens. Là, vous avez vu, quand j'ai tapé un peu n'importe quoi, il m'a écrit un truc je ne m'attendais pas à ce qu'il me réponde, un truc par rapport à l'informatique ou autre. Je vous avoue, je n'ai pas trop lu, mais il a répondu à un truc un peu bizarre. Nous, ce qu'on a envie, quand je dis nous, quand on travaille avec de l'IA et que quand OpenAI a développé son chatbot, l'objectif, c'est quand même qu'il arrive à se cadrer. Donc, pour l'amener vers la direction qu'on a envie, on va lui faire un pré-prompt. Je vais vous remontrer. J'aurais dû share tout mon écran, mais à chaque fois, c'est pas grave.
L'objectif, quand on veut entraîner notre, enfin, quand on veut mettre, quand je parle de pré-prompt, c'est quoi? C'est de donner un contexte à, GPT et lui dire: «Bah, voilà, tu es, professeur, en informatique». On peut l'écrire en français aussi, hein. Explique, moi ce qu'est, une variable, par exemple. Le fait de lui dire que c'est, qu'il est un professeur, une professeure en informatique et qu'on lui soumet les choses. Ah, j'ai réduit un peu le texte dans lequel il peut répondre, mais là, il va pouvoir vous répondre avec le contexte de l'informatique et comme vous êtes professeur en informatique, il va vous répondre avec, la chose la plus probable en tant que professeur informatique. Si je lui redis: «Tu es professeur informatique, explique à un enfant ce qu'est une variable», oula, hop, il va vous ressortir un enchaînement de mots qui a le plus de sens quand on a le contexte de, bah, c'est professeur en informatique, c'est explication à quelqu'un de plus petit qu'un adulte, donc un enfant et donc là, il va réadapter, par rapport à ce qu'il a appris. Donc vraiment, à chaque fois, on va essayer de mettre un pré-prompt pour faire en sorte qu'il nous réponde de manière plus précise. Ça va sur ça? Ça, c'est un truc que je dis souvent à mes apprenants, à mes apprenantes. C'est hyper important de donner du contexte parce qu'il peut vraiment partir en cacahuète vu qu'il a absorbé beaucoup, beaucoup de données, je sais plus combien de milliards, je crois que je l'avais noté, ouais, il a le ChatGPT 4, je crois que c'est le 4 qui a plus de 175 milliards de paramètres enregistrés. Ça fait qu'il a beaucoup, beaucoup d'informations, donc c'est important si vous visez une réponse, bah, de lui faire un petit pré-prompt et de réduire son champ des possibles. OK. Hop là. Alors, OpenAI, pour rendre leur modèle encore plus efficace et faire en sorte qu'il soit, bien entraîné et qu'il ne part pas trop, loin dans les réponses qu'il va donner, ils ont fait, du fine tuning. Je vous la fais un peu rapide, mais l'objectif, c'est, de spécialiser un peu le modèle et de lui dire: «Bah, OK, bah, quand on te pose ce type de questions, l'objectif, c'est que tu puisses répondre, enfin, vu que c'est une question, parce que lui, s'il est entraîné, il pourrait très bien répondre, à la question par une autre question, si on restait sur ça. Il pourrait très bien dire: «Oh bah, OK, souvent, dans les textes que j'ai lus, quand je vois une question, je peux répondre à une question qui répond à une autre question, qui répond à une autre question» et donc du coup, ça ne amène pas à un modèle qui, soit pratique pour ceux qui veulent utiliser ce chatbot. Donc ils ont encore plus spécialisé le modèle grâce au fine tuning. En plus, du fine tuning, ils ont ajouté l'apprentissage par renforcement avec feedback humain. Je vous dis plein de termes techniques, mais l'objectif, c'est que vous sortez avec un petit bagage et que vous n'hésitez pas à creuser un maximum de votre côté. C'est ce qu'on dit souvent à Ada, c'est important, on ne détient pas la vérité en tant que, encadrant et encadrante, hein. Il y a personne comme les modèles d'intelligence artificielle, on ne détient pas de vérité, on a plein d'informations et on vous les partage et l'objectif, c'est de creuser de votre côté et le modèle GPT a été aussi entraîné par apprentissage par renforcement avec feedback humain. Ça veut dire quoi? C'est, là, on lui fait rentraîner avec, on lui fait repasser par des humains. Donc, là, tout à l'heure, il était en supervised learning. Donc là, il a eu en base de données des textes et il capte qu'il y a des liens entre ces différents textes. Donc ça, il sait le faire tout seul. Ensuite, sur la partie apprentissage par renforcement, c'est quoi? C'est on va dire, OK, voici notre intelligence artificielle, voici les réponses qu'il nous donne. Bah, toi, en tant qu'humain, il va falloir que tu évalues pour nous dire si la réponse la plus probable, enfin, les réponses qu'il donne, laquelle est la plus pertinente ou non. Donc, par comparaison, pour vous donner, un exemple, on lui donne, bah, voilà la question qui a été posée par la personne, voici les réponses, possibles et
les humains qui sont derrière vont dire bah, cette réponse a plus de sens que cette réponse, a plus de sens que cette réponse. En fait, c'est un système on pourrait prendre par exemple un système de notation qui dit que cette réponse, elle est la plus forte et celle-là, c'est la moins forte. Et l'objectif, c'est de l'exposer à plusieurs personnes différentes et de faire une classification pour comprendre bah, quelle est réellement celle qui a le plus de sens à la fin de cette question, enfin, en réponse à cette question. Donc, pour résumer, pour la partie ChatGPT, OpenAI, ils ont combiné 3 techniques d'apprentissage, donc le fine-tuning, celui par renforcement avec feedback humain et le pré-prompt pour spécialiser ce modèle de fondation. Donc, ce modèle de je complète une phrase par rapport à ce qu'on m'a donné en information et j'essaye d'être le plus précis et avec le plus de sens grâce à ce qu'on m'a appris. J'avais normalement un petit exemple, je ne sais plus où je l'ai mis, bon, c'est pas grave. Un exemple, par exemple, pour ces trucs de feedback par renforcement humain, si je reprends le cas de ma grenouille qui mange des mouches, on pourrait très bien avoir une phrase qui dit bah, la grenouille mange des mouches, comme la grenouille mange des nénuphars, la grenouille mange des larves, je sais pas, et la grenouille mange des muffins. Mais là, l'objectif, c'est de classifier. En vrai, pourquoi pas, une grenouille pourrait très bien manger un muffin si elle a un mauvais régime. C'est une phrase qui ne paraît pas si déconnante que ça. C'est une phrase qui a du sens, mais elle a moins de sens que quand la grenouille mange des mouches. Donc l'objectif, c'est de rendre le chatbot un peu plus fluide et un peu plus logique, on va dire. Et en soi, la grenouille mange des nénuphars, ça peut être une réponse fiable. Enfin, je ne sais pas si ça mange des nénuphars, mais des fois, je me mets des exemples un peu bizarres. Mais en tout cas, c'est des mots qui se suivent bien. Et c'est là où bah, on relance cette question de est-ce que on peut dire que est-ce que l'IA peut être féministe? Parce que la construction de toutes ces intelligences artificielles, là, je vous ai beaucoup parlé de OpenAI, justement, comment ils ont entraîné GPT, ce modèle de renforcement. C'est eux qui ont choisi de faire ce modèle de renforcement. Les données qu'ils ont données, bon, c'est un peu bizarre, mais la base de données qui a été fournie pour l'entraînement de l'IA, c'est une base de données qui a été sélectionnée de leur côté, mais on ne sait pas quelle base de données, on n'a pas les sources, ça n'a pas été communiqué. C'est là où l'importance de la diversité dans les équipes de conception d'intelligence artificielle est fondamentale. C'est pour ça qu'on pousse à la Data School et au-delà de ça à ce qu'il y ait plus de diversité au sein des équipes techniques. Il faut savoir que quand on donne si on donne des données à une IA qui reflète une société patriarcale, bah, son corpus a été entraîné sur des données patriarcales. Donc, ça fait que l'IA peut reproduire ce biais, enfin ces biais. Donc, c'est hyper important de faire en sorte d'être présent et d'être présente au sein des formations, enfin au sein des différents euh, pôles pôles techniques, les pôles d'IA. Il y avait pas mal de scandales, j'ai pas eu le temps de les ressortir, mais il y avait au tout début de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance d'images, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais les reconnaissances faciales, donc chose qu'on utilise très souvent maintenant si vous avez un iPhone ou autre qui reconnaît votre visage, et même quand vous faites des petits check-up d'identité, au tout début, justement, les entraînements ont été faits sur des personnes typées blanches et c'était très difficile pour les personnes typées noires d'être reconnues par ces IA parce qu'elles n'ont pas été entraînées sur des personnes de couleur noire parce que les développeurs s'étaient entraînés sur eux-mêmes et en effet, au bout d'un moment, il y avait un effet de bord qui faisait que l'IA ne reconnaissait pas les visages de couleur typée de couleur noire. Donc c'est là où c'est hyper important
d'essayer d'intégrer un maximum de diversité et d'inclusion au sein des pôles techniques. Donc, est-ce que l'IA peut être féministe? C'est une question philosophique en vrai, plus une vraie réponse. C'est, oui, elle peut être totalement féministe tant que, enfin, l'objectif, c'est vraiment de mettre en place des régulations ou intégrer des équipes. Enfin, c'est pour moi, enfin, là, c'est vraiment mon. Je vais quand même remettre la fenêtre de chat parce que je ne vous vois pas. Mais c'est hyper important de ramener de la diversité au sein des équipes techniques et au-delà même au sein des équipes légales, plus, enfin je pense qu'il y a plus que les équipes techniques, hein. Mais l'objectif, c'est vraiment de revenir dans un contrôle de ce qui est manipulé. Parce que là, aujourd'hui, c'est les données qu'on lui donne, ça peut être des données personnelles. Donc, il y a aussi ce truc de comment on régule les données qui sont prises par les IA pour leur entraînement. Comment faire en sorte de la rendre plus éthique, casser les biais qu'elle peut avoir par rapport au scope, enfin, par rapport au périmètre d'information qu'on lui donne. Donc, c'est pas évident. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie justement de prendre la parole par rapport à tout ce que je vous ai expliqué? Merci Françoise pour le document. Ah, c'est un documentaire même sur la discrimination raciale au sein de l'IA. Est-ce que vous avez des questions? C'était condensé, hein. Je vous l'avoue. Moi, j'aurais une petite question du coup. Oui. Hello tout le monde. Bonjour Marie. Là, de ce que je vois, du coup, c'est qu'il y a quand même plein de directions possibles pour l'IA. Est-ce qu'il y a une entité ou quelque chose qui pourrait protéger des dérives justement? Parce que là, on se demande si ça peut être féministe, mais du coup, enfin, c'est quelque chose de positif. À contrario, du coup, ça peut aussi devenir raciste, homophobe, etc. Est-ce qu'on Exactement. est protégé entre guillemets au niveau peut-être légal dans les États, ou est-ce qu'il y aurait, je sais pas, une charte éthique ou quelque chose qui protégerait des dérives qu'on peut donner à tout. Alors, justement, c'est un sujet qui a été soulevé suite à la sortie de ChatGPT. Enfin, vu que ça s'est vraiment adopté très très vite et très très fort, au niveau de l'Europe, ils sont en train de mettre en place des normes. Après, je vous avoue que ils sont en cours de travail et c'est sûr que faut mettre en place des sujets. François, je crois que tu voulais répondre. Oui, au niveau européen, en fait, il y a un projet de règlement sur l'IA qui s'appelle AI Act. Enfin, ça sera un peu l'équivalent du RGPD de l'IA. Enfin, Exact. si je grossis le trait. Et en fait, ils ont mis en place, c'est une approche par risque. Et en matière de système d'IA, ils ont prévu plusieurs obligations, notamment le contrôle humain, enfin, disons la supervision humaine. Il faut que toute décision, en fait, il faut que l'humain puisse justifier du système d'IA, donc il y a tout ce qui est notion d'explicabilité, de transparence, pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas, enfin, que ce soit encadré, qu'il n'y ait pas de dérive. Donc ça devrait, comment dire, c'est sur la fin là, et ça devrait rentrer en vigueur en 2025. Et c'est un règlement européen et le but au niveau de l'Europe, c'est d'avoir cet atout de protection au niveau des droits fondamentaux, de la sécurité et tout ce qui est santé notamment. Donc voilà, donc le règlement européen a hâte pour encadrer. Merci. Merci. Totalement, Tijana, sache qu'en plus, ouais, si vous voulez pousser un peu plus loin, il y a les sciences étonnantes qui expliquent très bien comment fonctionne le machine learning et l'IA. Sache qu'en plus, c'est même cette vidéo qui m'a inspirée pour cette présentation. Sciences étonnantes, je l'aime beaucoup. Et de Monsieur Phi, en effet, enfin, sachez que au niveau des sources, que ce soit sur YouTube ou plus,
Et c'est toujours intéressant d'aller voir ce que raconte tout le monde. Moi, j'aime bien aussi regarder un peu des débats Arte sur l'IA en général, la régulation. Est-ce que on va, enfin, est-ce qu'on craint en tant qu'humain de disparaître avec la mise en place de l'IA? Non, mais c'est intéressant d'avoir quand même les points de vue. Et souvent, on confronte scientifiques, philosophes et experts, donc ça vaut le coup de regarder un petit peu. Yes, Françoise. Oui, c'est plus pour continuer la discussion et discuter entre nous tous. Mais c'est vrai qu'avec ChatGPT et l'IA générative, beaucoup de personnes pensent, waouh, comment dire, on va être complète. Enfin, si on extrapole le schéma, on va être remplacé par des machines. Et bizarrement, quand on regarde l'avènement de ChatGPT, l'IA générative, ce ne sont pas les métiers. Souvent, on va penser aux métiers un petit peu artisanaux ou les métiers manuels qui vont être impactés. Et avec ChatGPT, finalement, c'est les métiers comme les médecins, enfin, comment dire, les médecins, les avocats, les comptables qui sont plus impactés avec l'IA générative. Et ce qu'il faut s'assurer, en fait, avec tout ce qui est régulation de l'IA, c'est de se dire que l'IA, en fait, est un outil. Il n'est pas amené à remplacer les personnes, mais il faut apporter un périmètre, un cadrage, et faire en sorte d'utiliser l'IA en tant qu'outil, et non, enfin, elle n'est pas amenée à substituer l'humain, en fait. Totalement. Sachez comme comme je vous l'ai expliqué un petit peu en gros, c'est vraiment, vous voyez, à chaque fois, c'est supervisé par l'humain. Donc vraiment derrière, c'est nous qui décidons de qu'est-ce qui va être plus probable, qui a plus de sens par rapport à ce qu'on attend. Euh, Vraiment, l'IA, elle ne saura pas prendre des décisions seule. Enfin, vous voyez bien que là, quand je lui ai donné la petite phrase de que j'avais découvert que j'avais découvert l'Amérique bah, l'IA, elle est entraînée pour compléter. Elle ne sait pas faire autre chose que de suivre des instructions. En effet, si on met en place, c'est l'humain qui va faire qu'elle part dans des dérives. Mais en soi, elle a une mission et elle va répondre à une mission. Côté dev, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, est-ce que les IA génératives, les chatbots comme ChatGPT, Bard et plus, est-ce qu'ils vont remplacer le métier de dev? Non, en fait, c'est vrai qu'ils savent sortir du code, c'est générer du code par rapport à ce qu'il a appris et absorbé en code, mais la logique derrière, la conception derrière, il ne l'a pas du tout. Il faut vraiment qu'on lui spécifie comme cette histoire de pré-prompt, il faut vraiment qu'on lui donne du contexte, qu'on lui spécifie, qu'on lui donne des choses pour qu'il commence à faire quelque chose, à répondre un peu plus juste, quoi. Marin, tu voulais ajouter? Euh, oui, par rapport à un moment donné, tu as dit que l'IA, du coup, ça ne veut pas dire je ne sais pas. Est-ce que ça, dans un futur proche ou moins proche, c'est possible de lui apprendre à dire je ne sais pas? Parce que je pense aux gens qui consomment un peu l'info de manière très rapide et qui vont pas vérifier la véracité d'une info. Est-ce que ça, il n'y a pas un côté dangereux aussi qui pourrait être de dire à une... Ben, je sais pas si on pose des questions, comme là tu dis que tu as découvert l'Amérique, enfin on a fait dire à l'IA que tu avais découvert l'Amérique. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont gober tout ça? Est-ce que du coup c'est pas dangereux à ce niveau-là aussi Et bah oui, ça peut être dangereux. C'est pour ça que ChatGPT, ils l'ont figé dans son entraînement. Du coup, ils lui ont donné des règles enfin, ils ont essayé en tout cas au maximum de donner des règles sur, bah, tu n'as pas le droit de donner, de répondre avec violence, enfin, sur des sujets violents ou sur, enfin, je dis sujet, mais il est réduit, mais en effet, si on laissait tout ouvert et qu'on lui laissait générer n'importe quoi sans règle, il peut vraiment faire n'importe quoi. Mais ça, c'est là où c'est important de réguler et de sensibiliser tout le monde. Et c'est pour ça que c'est trop cool que vous partagez des sources. Moi, je dis toujours, varier un maximum vos sources sur ce qui est raconté. Moi, j'ai des amis qui ont leur source principale d'information, c'est Combini ou TikTok. C'est cool d'un premier œil, mais finalement, attention, parce qu'on ne sait pas le contenu qui est dit. Ça peut très vite partir en dérive, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent ajouter justement euh,
leur ressenti, leur questionnement sur l'IA et son utilisation. Ça va? Est-ce que vous avez des questions en rapport avec Ada? Vous avez le droit ou par rapport au métier de dev de la femme ou plus dans le monde du dev? J'ai des grands timides ce soir. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous êtes un peu timide. Oui, vous pouvez totalement poser des questions sur le chat. En effet, je partage ton point de vue, Tijana. Je ne sais pas si on dit Tirana ou Tijana, mais en tout cas, l'IA, ouais, c'est fascinant et flippant à la fois. Mais l'inconnu est toujours flippant. Donc, l'objectif, ouais, c'est de... Ah, Tiana, pardon. Mais l'inconnu, ouais, c'est toujours un peu flippant et c'est là où c'est important qu'on demande de la transparence dans comment sont développées les intelligences artificielles, quoi. De comprendre qu'est-ce qui a été mis en place, comment, et de pouvoir aussi donner son avis par rapport à ça. Euh, les régulations, ouais, c'est hyper important. Ça peut être que ça peut réduire l'innovation. Certains disent que ça ralentit l'innovation, mais je trouve qu'il faut aussi un équilibre entre les deux. C'est quoi les avantages et les inconvénients de l'IA pour un développeur? En vrai, moi, je vois quand même majoritairement que des avantages de l'utilisation de... En tout cas, c'est mon point de vue. Moi, je trouve qu'il n'y a que des avantages dans l'utilisation des IA parce que ça vous facilite le travail, ça raccourcit des choses. Oui, l'inconvénient, ça peut être justement son champ de connaissances. Il peut vous amener vers Enfin, si vous ne lui posez pas les bonnes questions ou si vous ne réduisez pas ses champs des possibles, il peut vous répondre à côté de la plaque et vous induire en erreur et vous faire partir très loin dans du code qui n'est pas du tout bon. Ça, je l'ai vu, enfin, je le vois souvent. Il ne faut pas le prendre trop vite comme élément de réponse. Donc ça, c'est l'inconvénient. C'est de se retrouver avec des personnes qui n'ont pas compris et qui utilisent quelque chose qu'elles ne comprennent pas. Et l'avantage, c'est en effet, ça te facilite pas mal de choses de recherche. Des fois, nous, on cherche nos réponses dans des forums. Enfin, sachez qu'en tant que dev, on ne connaît pas par cœur tout. Il y a tellement d'informations qu'on a besoin de Google, Internet. Et là, maintenant, on utilise les IA pour faciliter nos recherches. Donc, c'est une source supplémentaire d'informations. Avec plaisir, Alison. Oui, n'hésitez pas, il y a eu des sources qui ont été partagées sur le chat, qui d'ailleurs, vous voyez encore mon écran en vrai. Mais oui, du coup, il y a des sources qui sont partagées dans le chat et n'hésitez pas à creuser ouais, un peu plus parce que c'est un sujet très très vaste, comment fonctionne. Je ne vous ai pas expliqué en détail comment fonctionne le machine learning. Je vous parle de système de proba, de poids, mais ce n'est pas les vrais mots. Il faut aller pousser un petit peu plus. Et oui, il y a des élèves de lycée qui utilisent ChatGPT pour faire leurs devoirs. Donc, c'est là où je dis que c'est important de sensibiliser les étudiantes et les étudiants sur l'utilisation de ces IA et de comprendre pourquoi elles sont obligées de passer par cette IA. Si c'est par flemme, ok, bon là, il faut faire la morale. Mais si c'est parce qu'il manque d'informations, et ça vaut le coup de les aider. Moi, je sais que dans une école où j'ai donné cours, certains, oui, quand je donnais cours, certains ont fait leurs devoirs en passant par ChatGPT. Donc vraiment, je leur avais donné un exercice de faire une calculette graphique et, et je leur ai demandé s'ils voulaient faire ce type d'exercice. Et ils étaient tous fans de oui, on adore faire ce type d'exercice. Et d'autres ont utilisé ChatGPT pour faire l'exercice pour avoir la meilleure note.
Et l'objectif, c'est de discuter avec eux, c'est de dire, mais pourquoi tu es passé par ChatGPT alors que tu aurais pu le faire seul, en sachant qu'on avait décortiqué pas mal de choses en cours. Est-ce que tu as, t'as peur de quelque chose ou sinon, est-ce que c'est parce que tes notes... l'objectif, c'est de garder ce côté humain, de creuser le pourquoi les personnes l'utilisent et comment on peut éduquer au maximum pour qu'elles l'utilisent correctement. Donc, oui. Ça peut être... pour moi, je suis partisane de communiquer au maximum et de comprendre pourquoi certaines personnes font des raccourcis et comment on peut faire pour qu'elles ne le fassent pas trop facilement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous avez le droit de les poser sur le chat. Je vois que c'est un peu plus facile. Ou pas forcément des questions, hein, même des avis par rapport à ce qui a été dit. Mais c'est important de garder l'esprit critique. Yes, Marin, dis-moi. Moi, je trouve ça super intéressant d'avoir un peu appris, clairement appris même, parce que tu disais tout à l'heure que la date Tech School, avait un rôle plus important que juste prôner le féminisme et l'inclusion et la diversité dans la tech. Quand tu as parlé du rapport justement avec la diversité par rapport à l'IA, j'ai trouvé que ça faisait, que c'était lourd de sens, du coup, d'inclure toutes les personnalités, tous les horizons justement dans la tech. Carrément. Pour répondre à toi, Tiana aussi, ça coupe la place de la femme, selon moi, dans l'IA. En fait, j'ai pas envie de genrer particulièrement les places. Je pense qu'il faut plus partir du principe que c'est important qu'on ait plusieurs personnes avec plusieurs horizons au sein des équipes de développement et au sein des équipes techniques. Un très bon exemple, que j'ai, c'est dans l'équipe où je travaillais en data. Et on avait une équipe, on était plusieurs équipes. Donc, il y avait mon équipe qui était assez équilibrée. Beaucoup de personnes d'horizons différents. On était 50-50, 50 hommes, 50 femmes, enfin 50% d'hommes et de femmes dans l'équipe. Et ce qui était cool, c'est que niveau innovation, on arrivait en fait à se contredire, à avoir des idées totalement différentes. Quand on devait mettre en place une fonctionnalité, on n'était jamais d'accord. Et ça, c'était hyper enrichissant. Enfin, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui vous contredit, ça vous fait du bien parce que ça vous fait sortir de votre zone de confort et ça vous permet de vous rendre compte que, ah oui, bah, j'étais peut-être un peu trop la tête dans le guidon et j'étais persuadée de ça, mais en fait, tu avais raison de me contredire et ça nous permet d'innover. Pourquoi je vous parle de mon équipe qui était hyper diverse, c'est que par exemple, une autre équipe qui était composée de 3-4 hommes qui avaient fait les mêmes études, enfin que ce soit homme-femme, ces personnes avaient fait exactement les mêmes études. Et du coup, quand quelqu'un disait quelque chose, elles étaient toujours d'accord. Et du coup, elles allaient toujours au même endroit. Et finalement, côté innovation, il ne se passait rien. C'était assez plat parce qu'il n'y avait pas de confrontation avec des avis différents. Donc, c'est là où je dis que c'est hyper important d'avoir des équipes vraiment mélangées avec plein de personnes différentes. Ça te permet de challenger au maximum et d'avoir plus de femmes dans la tech. C'est important parce que on va avoir notre façon de voir les choses, de cultures différentes aussi, parce qu'on a, selon ce qu'on a en bagage derrière nous, ça amène une vision différente. Voilà. Mais oui, ça se voit, je parle de la tech, mais en vrai, c'est dans tous les sujets, hein. Généralement, quand on a quelqu'un de différent, ça fait toujours du bien. Est-ce que vous avez d'autres points que vous voulez aborder? Pour une fois, j'arrive à cadencer à peu près dans les bons horaires, parce que sinon, ça dépasse. Je pense que... Trop bien. Bon, bah, je vais pas vous retenir trop longtemps.
Profitez un maximum du soleil qui revient si vous venez des alentours de Paris. Et n'hésitez pas à suivre les actus de l'ADA Tech School. Donc, on poste un petit peu partout sur Instagram, sur LinkedIn, sur le site, le blog, sur les dernières actualités et faire les portes ouvertes de l'école si vous êtes intéressé pour devenir développeuse ou développeur. En tout cas, ce sera avec plaisir qu'on vous accueille. Et j'ajouterais qu'on partagera donc toutes les ressources qui ont été partagées pendant cet événement par mail pour que vous puissiez les retrouver. Yes. Merci à toutes Merci et à beaucoup. tous. Merci. Merci. Bonne soirée, à bientôt. Pareil. Soirée. Bonne soirée, au revoir.